Chloé a dit à un moment donné que la plupart des politiques d'éducation sexuelle en direction des enfants se fait à partir du postulat selon lequel les enfants sont sexuels dès la naissance. Alors, je vais absolument insister sur ce point. Tous les programmes d'éducation, qui ne sont plus d'éducation sexuelle maintenant, mais à la sexualité, ce qui est vraiment une infamie en soi, quoi. Tous ces programmes qui sont relayés par toutes les grandes agences de l'ONU, que ce soit, car je ne sais pas si l'ECOSOC peut être considéré comme une agence de l'ONU, mais que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, y compris l'Association des enfants, c'est l'Agence des enfants, c'est l'UNICEF. Ensuite, l'Europe, ensuite, toutes les décisions qui ont été prises en France concernant l'éducation à la sexualité, dont nous avons un ministre qui nous ressasse qu'il faut absolument l'appliquer et que les enfants soient informés de ce que c'est que la sexualité dès leur plus jeune âge. Toutes ces décisions, toutes découlent des travaux de Alfred Kinsey. Kinsey, dont je vous ai parlé, dont Chloé nous a parlé hier et dont je vous ai parlé également, est celui qui a décrété, et ça a été repris partout, les enfants sont sexuels dès la naissance. J'ai regardé, je me suis baladée sur des sites universitaires qui font des formations à la sexualité, on retrouve ça. Hein. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu également les travaux de ma chère Judith Reisman, parce que c'est elle qui a mis ça à jour. Alors, il faut que vous sachiez que, et ça, ça ne peut pas être contredit, ça n'a jamais été. Cette affirmation suit les fameuses expériences dont nous avons parlé hier. C'est-à-dire que les expériences de Kinsey, pseudo-scientifiques, qui ont amené à dire les enfants sont sexuels dès la naissance, sont ces séances dans lesquelles Judith l'a fait dire par un des participants. On a obtenu par des manipulations orales et manuelles sur des centaines de gosses les pseudo-orgasmes dont je vous parlais hier, qui sont les hurlements, les évanouissements, les convulsions et les tentatives de fuite des enfants manipulés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pire escroquerie au monde. Il n'y a pas d'autre justification à ce déferlement de sexe le plus explicite et le plus écœurant possible, parce que, excusez-moi, mais le sexe, ça relève de l'intimité, et moi, je suis désolée, je ne suis pas une oie blanche, mais quand je vois des trucs comme ça, je détourne le regard, parce que ça relève de l'intimité, et ce qui sort de l'intimité est gênant et dérangeant. C'est d'autant plus dérangeant pour des malheureux gosses, toutes ces atteintes, tous ces attentats à la pudeur qui mènent à la sexualisation, qui mènent à la folie, quoi. Tout ça relève de Alfred Kinsey, qui a tiré ses conclusions à la suite de ces viols qu'il a perpétrés sur des centaines et des centaines de gosses. Donc ils sont sexuels de la naissance. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils jouissent. Ils jouissent quand ils s'évanouissent, quand ils hurlent, quand ils pleurent, quand ils hoquettent, quand ils halètent et quand ils tombent dans les pommes. C'est ça. Et il n'y a pas d'autre vérité que ça. Je vous garantis que quiconque a l'intention de démentir ça a vraiment intérêt à avoir des arguments. Parce que j'ai lu les travaux de Judith Reisman à cet égard, je l'ai fréquentée d'assez près, elle m'a montré véritablement. Alors je vais vous expliquer comment elle a découvert ça, je l'ai dit à différentes reprises, mais apparemment il faut ressasser. Judith, quand elle était dans sa jeune trentaine, avait une petite fille, c'était son aînée, qui avait 11 ans. Et elle a vu cette petite fille, qui s'appelait Jenny, dépérir brusquement, se mettre à dépérir, à chouiner, à vouloir manger, à se sentir mal et tout. Qu'est-ce que tu as, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Maman, si tu veux que je te dise, si tu me jures que tu ne le répéteras pas. Bon, maintenant, la planète entière le sait, elle l'a répété, mais parce que c'était sa conscience. La petite était violée par le voisin du dessus. Elle avait 11 ans, et le voisin du dessus en avait 13 ans. C'est-à-dire que des enfants violent des enfants. Indignée, mais au bout de sa révolte de mère face à une saloperie pareille, elle a passé 2 coups de fil. Elle a passé un coup de fil à une vieille tante qui habitait, alors Judith, elle habitait sur la côte Est, elle a téléphoné à une vieille tante, enfin une tante, une sœur de son père, qui habitait sur la côte Ouest, et qui lui a dit « Mais ma chérie, oh, t'affole pas comme ça, ta petite, elle l'a peut-être cherché. » Elle fait « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. » Elle me dit « Ça va pas. Où tu sors ça ?» Indignée, elle prend le téléphone, elle appelle une copine de fac, une génération au-dessous, à l'autre bout de l'Amérique, c'est-à-dire pas très loin de chez elle, et elle lui raconte « Mais ma chérie, ta petite Jenny, elle a peut-être cherché. Tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. »
comme ça qu'elle a découvert le poteau rose. Vous imaginez ce que ça implique? C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir vous indigner qu'on viole vos enfants, parce que de toute façon, vos enfants, allez, ils vont bien chercher, ils sont sexuels dès la naissance. Toute la source de cette saloperie, c'est l'imposture Kinsey. Et Kinsey, on a fêté à l'université de Bloomington, où il a exercé, on a célébré il y a quelques années, enfin, il n'y a pas beaucoup de... il y a vraiment quelques temps, l'anniversaire de son décès, avec une statue, des flonflons, des fleurs, des machins, des fanfares et tout, et l'université a dit qu'elle était fière d'avoir ce grand chercheur. Attendez, le monde entier tourne autour de cette saloperie qui s'appelle Kinsey. Et Judith, quand elle a commencé ce combat, elle a eu contre elle tous les lobbies les plus puissants, même le président américain n'a pas réussi à la soutenir. Et elle est sortie droite comme un nid, elle ne s'est jamais laissée abattre. Elle est morte à 84 ans. Elle a mené son combat jusqu'au bout. Elle a mené ce combat de l'âge de 31 ans à 84 ans. Personne pas. Merci Madame Rachman. Je vais rajouter quelque chose. Je voudrais dire que les travaux d'Alfred Kinsey qui, voilà, par rapport à tout ce que Marie vient de dire, ceci est enseigné dans les diplômes des thérapeutes, des psychologues, même les travailleurs sociaux via les CRIAF notamment, qui sont les centres de ressources centre de ressources des intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus tout à fait le site CRIAPS. Donc on enseigne ça aux professionnels aussi de l'éducation nationale. Pour dire, voilà. Tout découle de Kinsey. Et alors, un hommage aux pays africains, je ne sais pas exactement lesquels, je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y en a plusieurs, qui résistent à cette propagande. Baiser et anges. Bravo l'Afrique. J'ajoute que les pays africains ne résistent pas qu'à cette propagande pro-pédo et etc. Ils résistent aussi à toute la propagande vaccinale, entre guillemets, injection génique. Et je sais de sources sûres, parce que je connais quelqu'un qui travaille à l'OMS, oui, mais qui est comme nous, hein, qui est pour la vérité, et qui me dit ils sont entravés par les pays africains parce qu'ils sont pas assez, ils n'adhèrent pas assez à la doctrine, et que l'un des objectifs, c'est vraiment de les forcer à entrer dans ce forçage de technologie soi-disant aérienne messager. Bon, on ne sait même pas s'il y a de l'aérienne messager, on ne va pas refaire le film, mais donc c'est un obstacle en fait pour les mondialistes eugénistes pédos, l'Afrique. Et ils ont également peur du côté des États-Unis que Trump repasse. Alors, pour moi, c'est quand même positif. Ça veut dire que la peur, c'est bon. La peur de la c'est la peur, la peur peut changer. Ça peut nous aider. Voilà. Et une autre chose que je voulais... Bon, c'est pas tout à fait en lien avec les enfants et tout ça, mais par rapport à l'OMS, par rapport à toujours cette personne, elle m'a dit qu'elle avait assisté à une séance en juillet 2022 dans laquelle il y avait le responsable de Moderna, de Pfizer et de Gavi, donc Bancel, Bourla et des gens de Gavi, qui faisait l'inventaire en fait des dosages de produits actifs, c'est le terme employé, avec les effets que ça engendrait. Donc avec tel dosage, ça fait tels effets, ça fait tant de décès, ça fait tant de thromboses, ça fait tant de myocardite. Ils savent très bien ce qui se passe. Voilà, c'est juste pour le complément OMS. Bon. Merci Chloé. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est justement s'il y a des gens qui avaient envie de poser une question, j'ai le micro pour que vous puissiez répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question, soit à Vanessa, soit à Chloé, soit à Marion? Ah, il y en a une. Est-ce qu'on peut faire un collectif pour soutenir Vanessa? Alors, je suis d'accord avec Hélène, mais pas qu'un collectif pour soutenir que Vanessa. C'est un collectif pour soutenir toute la cause. Absolument tout le monde. Alors bien sûr, Vanessa, elle va faire partie du réseau. D'accord? Le but, c'est que toutes les vidéos qu'on va mettre en ligne, tous les rendez-vous qu'on a avec,
c'est de faire vraiment un vrai collectif. D'accord? Parce que si on ne se réunit pas pour les attaquer en masse, si on décide, nous tous ensemble, d'envoyer des lettres pour les prendre à contre-pied, pour les attaquer pénalement, tous autant qu'ils sont, on n'avancera à rien du tout. Et c'est cette alliance-là, j'adore le côté féminin, d'accord? Non mais, dans ma manière de penser, j'ai toujours pensé que la femme était l'avenir de l'homme. Donc vous voyez, vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve. Donc, Sans vous, c'est pas drôle non plus. non mais je sais bien, mais... Nous, c'est pas toute seule. Donc, On a besoin de vous, hein, pas personnellement. Alors, ce qu'on fera, je vous le dis tout de suite, on fera sûrement des émissions sur TVRDP, d'accord, où on vous donnera des rendez-vous en émission pour qu'on structure le collectif qui va naître. Là, c'est simplement, il faut que l'idée, elle prenne forme. Toutes les personnes qui n'ont pas peur de parler, que ce soit Sylvie, que ce soit des gens qui se cachent, comme là-bas, qui vivent en Alsace et qui n'osent pas tout dire, d'accord? Que ce soit moi, copine Malika, avec qui j'ai déjà travaillé, ou des victimes, ou bien Tony, ou bien Pierre, ou bien Yacine, Youssef, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Yacine, excuse-moi Youssef. Toutes ces personnes-là, au même titre que j'avais invité, il y a une représentante, heureusement, c'était les Mamans Louves, vous voyez, la petite dame au béret noir dans la Maman Louve, d'accord? Voilà, donc c'est cette alliance-là qui est importante, d'accord? Et si on ne le met pas en place, alors que maintenant, vous vous rendez compte du contenu qui aura été déjà créé en 48 heures, le nombre de personnes que ça va emmerder, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que ça va emmerder? Hein? Attends, notre président de la République, il adore emmerder le monde. On n'a aucune raison de pas faire comme lui. C'est pas l'histoire de faire pareil en symétrie, c'est pas parce que quelqu'un fait du mal qu'il faut faire le mal aussi. Je pense qu'il y a des méthodes et des mots, parce que les mots, encore une fois, sont très importants. Et si le but c'est d'emmerder, ça marche pas. Non, alors. Le but, c'est que la vérité éclate et que ça s'arrête. C'est ça le but. Alors, je suis d'accord avec elle. Non, t'as le droit de te lâcher aussi. Ah, bah, bien sûr. On a envie de les emmerder, on va quand même le reconnaître. Bon. Ça sera simplement de la merde propre, c'est tout. Hein. Mais bon, Chloé a raison quand même, d'accord? Donc en tout cas, on va travailler sur cette alliance, d'accord? Sur tous les contenus, notamment avec déjà, parce que vous êtes déjà en ligne depuis hier par la chaîne d'Eric, hein? Oui, d'accord. Quelle est cette chaîne? La télévision paysanne. La télévision. Voilà, donc ça va circuler grandement, d'accord? Et oui, René? Oui, il y a trois personnes qui sont liées au courant. J'aimerais poser la question, à votre avis, combien représente un chiffre d'affaires la prostitution adulte, infantile et pornographique? Parce que tout découle beaucoup de ça. Alors, moi je vais vous dire, j'ai rencontré un monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelait Pierre Barbex. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Il a étudié les réseaux de pédocriminels d'Europe vers l'Afrique, non, d'Europe vers l'Arabie en passant par l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire Europe, Bordeaux, Mauritanie, traversée de l'Afrique, j'en parle. Il m'a dit, à l'heure actuelle, un réseau de pédocriminels, non pas pédocriminels, un réseau pédophile soft. Quand il dit soft, c'est-à-dire l'enfant, pendant que sa mère n'est pas rentrée du travail, va passer les heures entre la sortie de la classe et le retour de ses parents à la maison pour des activités sexuelles, c'est-à-dire qu'il ne va pas mourir, il ne va pas être torturé, vous voyez ce que je veux dire? Il m'a dit, à l'époque, un enfant rapporte, c'était au temps du franc, 900 000 francs par an. Est-ce que vous imaginez? Wow. Et on vous parle de soft, c'est-à-dire de prostitution infantile. Je mets avec tous les guillemets, vous allez comprendre, douce. D'accord? Donc essayez d'imaginer. Un môme rapportait presque 1 million de francs à l'époque. Donc, et alors il m'avait expliqué, il m'a dit c'est le lobby le plus puissant du monde à mettre à égalité avec le lobby sodomite, mais au bout du compte c'est le même. Alors,
j'ai pas le chiffre, je me rappelle plus du chiffre précis, mais je sais que la pédopornographie, ça représente un budget de plusieurs centaines de milliards dans le monde. Donc les films, vidéos, etc. d'enfants. C'est tout ce que je sais. C'est à peu près le PIB de la Suisse. Bon. C'est 800 milliards la Suisse. Alors, ce que vous venez de dire là, c'est important. Est-ce que vous voulez que je sois un petit peu opportuniste? Vas-y, sois opportuniste. Je vais vous prendre un témoin là. D'accord? Vous voyez ces trois dames-là? Ça sera mes invités de la première session sur TVRDP sur l'émission qui s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. Ah bah d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais oui. Vous voyez, c'est parce que vous êtes là, je ne veux pas dire non. Voilà. Donc voilà, c'était... Je trouve que ce sera un excellent démarrage et surtout, ça donnera le moral à plein d'autres mamans. L'idée, c'est de donner de la force. Ah, c'est ça. Merci, mesdames. Ne jamais désespérer, ne jamais désespérer. C'est ce qu'ils veulent. Dès que vous avez désespéré, ils ont gagné. Moi, j'ai eu des moments de passage à vide absolument insensés. Et au moment où je suis au fond du trou, j'ai dit, c'est exactement ça qu'ils veulent. Je ne vais pas leur faire ce plaisir. Ne jamais désespérer. La guerre, elle est psychologique. Et c'est ça qu'ils essayent d'atteindre, au-delà de nos moyens financiers, de nos moyens matériels. C'est notre morale qu'ils cherchent. Et c'est notre âme. Ils cherchent âme. notre âme. Exactement. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Ils veulent voler notre âme. On ne va pas leur laisser. Jamais. 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 Pour appuyer ce que vous voulez dire, là, c'est vrai, quand on regarde en fait toutes les procédures pour les parents protecteurs, ils les poussent à commettre soit l'irréparable ou au suicide. Oui. Ils les provoquent au suicide. Vous savez, j'ai été tentée une fois, une seule, par l'idée du suicide. Hein. Je n'avais pas le début du commencement d'une intention de passer à l'acte, mais vraiment l'idée du suicide, à un moment donné de souffrance beaucoup trop intense que je pouvais supporter. J'ai dit, je ne peux plus, je vais en finir. Et à ce moment-là, je me suis représenté l'image de satisfaction qu'aurait pu en avoir mon persécuteur. Ça m'a passé comme un flash. Ça n'a pas duré 5 secondes. Je vais pas lui faire plaisir. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, et merci, je suis tellement heureuse d'être venue. Tellement heureuse d'être venue. J'avais senti que c'était important, mais ça se confirme. Et merci à vous, mesdames, merci à tout le monde. Merci à vous. Ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai organisé ces derniers temps, mon premier colloque en juin, si je ne me trompe pas, c'est 2022, parce que des fois je me groupe dans les années, tout passe tellement vite. Après le deuxième colloque en 2023, puis les autres qui sont suivis, à chaque fois qu'on a pu inviter des gens qui ne font pas partie de tout ça et qui entendent tous ces messages, ils sont, c'est 2021, t'es sûr? Enfin bref, peu importe. En tous les cas, les gens, il y en a plein qui sont capables d'entendre et de dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on nous cache? Parce qu'ils voient bien la sincérité des gens qui parlent, ils voient bien les recoupements des témoignages. Et donc l'information est cruciale, c'est bien pour ça que les médias... Je me suis présentée aux élections législatives en disant ça va être l'occasion de parler. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai rencontré le représentant de l'Éco-Républicain qui voulait m'interviewer? Donc j'en ai profité pour dire dans quoi je combats. C'est bien la seule chose que j'ai pu dire. Il y avait un colloque qui était prévu, je dis j'espère que vous allez pouvoir en parler. Je me doutais qu'il allait me dire non, ça ne va pas être possible. Je dis pourquoi? Eh bien parce qu'on a un ordre. Il ne faut pas faire de vagues. Il ne faut pas faire de vagues. Donc, nous devons faire des vagues. Parce que des gens sont prêts à entendre. Et alors, ils sont scandalisés. Et il faut que petit à petit, justement, ce travail d'information, ça continue. Parce que quand moi j'ai démarré, on était très peu nombreux. On était très peu nombreux. Il y avait Hélène, il y avait Violette Justice. Avec nos qualités, nos défauts, on était là. Et puis petit à petit, on est de plus en plus nombreux. Et on voit qu'il y a une relève qui arrive, même des gens qu'on ne connaît pas encore, qui sont en train de travailler à ça. Et donc effectivement, il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir confiance. C'est une épreuve, et je suis d'accord, et je le clame, c'est une guerre spirituelle, une guerre de valeurs, et c'est immensément important. Voilà. Oui, ça surprit, je sais, Julie. Okay.
Alors, tu veux parler? T'es sûr? Oui. C'était au sujet de... Alors, je suis Mélène, donc une maman protectrice. C'est sur les post-traumas que subissent les enfants et la prise en charge. Aujourd'hui, on sait que les professionnels ne sont pas du tout au fait, c'est-à-dire tous ceux de la chaîne de la protection, sur les post-traumatiques et la détection des enfants qui subissent. Et sur la prise en charge, c'est-à-dire que ça va du psychologue au juge. Et on est démunis. Par exemple, tout à l'heure, ce matin, il y a quelqu'un qui parlait du fait que l'enfant, quand il revenait de chez le parent sain, ou du parent protecteur, faisait des crises. Voilà. Sauf que nous, on sait ce que c'est, les crises qu'ils font, puisque c'est un relâchement, en fait, de ce qu'ils ont vécu. Mais seul le parent ou l'enfant détecte tout ça. Mais on a hyper du mal à se faire entendre aussi là-dessus, parce que tout de suite, on nous catalogue. Et on sait mieux que nous, en fait, de comment fonctionne. Sauf qu'on vient rajouter encore et encore des post-traumas, et au final, on ne prend pas la prise en charge du fond, et on vient rajouter. Et c'est ce qu'on appelle la dissociation, et on en parle très très peu, parce qu'il y a une méconnaissance, ou je sais pas, peut-être qu'ils ferment les yeux aussi. Parce et on dit qu'il y a normalement un travail pluridisciplinaire à faire. Mais en attendant, l'intérêt de l'enfant n'y est toujours pas. Et du coup, plus il grandit, et plus ça peut provoquer des post-traumas à vie, et ça peut aller sur des troubles psychiatriques, quoi, en fait. Alors là-dessus, moi je peux répondre. Les travailleurs sociaux ne sont pas du tout formés ni au développement de l'enfant, ni au stress post-traumatique, enfin pas du tout à tout ça, ni même des outils d'accompagnement ou de compréhension. Il y en a pour accompagner des victimes, par exemple, de violences conjugales, c'est-à-dire connaître les mécanismes, ni même des victimes de violences sexuelles. J'ai été, moi, travailleur social pendant plusieurs années. J'étais conseillère auprès des bénéficiaires du RSA et j'étais confrontée à des publics, justement, des femmes aussi qui étaient victimes de tout cela. Et n'étant pas suffisamment outillée pour pouvoir les accompagner, j'ai, moi, fait des formations, je me suis financée toute seule et j'ai ces connaissances-là parce que j'ai été les chercher et financer moi-même. Alors, mais effectivement, c'est vrai, c'est tout le problème, et les juges non plus, enfin, tous les professionnels, ni même les enseignants, tous les professionnels qui sont en contact des enfants ne sont pas du tout formés à tout cela. Alors, je voulais justement profiter pour dire qu'aujourd'hui, justement, vous avez ces outils-là. Il y a sur deux choses déjà, il y a une dame qui s'appelle Muriel Salmona, qui est spécialisée justement dans les post-traumas. Et il y a une commission qui a été créée qui s'appelle la Civisme, justement où on pose toutes ces questions-là. Et en fait, pour l'instant, ils invitent justement tous ces professionnels à se former et à prendre connaissance de ça. Donc les outils, aujourd'hui, ils existent. Alors oui, ils existent et j'ai moi-même suivi des formations à ce sujet. Mais le problème, c'est que ces formations-là sont blindées de notions qui viennent d'Alfred Kinsey, où on fait croire aux professionnels que l'enfant est sexuel dès la naissance. Alors, je voudrais juste poser une question, parce que si Muriel Salmona était là, je la lui poserai. Il me semble me souvenir, je n'en suis pas sûre, mais il y a peut-être des gens qui y étaient, que quand nous étions à l'Assemblée nationale à l'invitation de Jean Lassalle, il me semble me souvenir qu'elle a dit qu'elle était pour l'éducation sexuelle à l'époque. Oui, mais pas celle-là, pas celle qui est présentée par l'OMS. Ah, celle-là ou une autre. Pas de sexe à l'école, point. Pas de sexe à l'école. Pas de sexe pour les enfants. Rien, jamais, nulle part. Il ne faut pas parler de sexe aux enfants à l'école. Jamais. Ils le font. J'ai compris qu'ils le font. Mais attendez, il ne faut pas justifier ça. Jamais, en aucun cas. Le sexe à l'école, c'est par là que le diable est rentré, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, la mauvaise éducation à la Kinsey, mais on va faire la bonne, c'est non. On fout la paix aux gosses, on les protège de la vision du sexe. C'est une mesure de prévention contre les violences sexuelles. Il n'y a pas à faire de prévention contre les violences sexuelles en sexualisant les enfants. Si, on les sexualise si on parle de sexe. Là, tu es en train de croire, Florence, tu es en train de croire ce
ce qu'ils sont en train de dire. Exactement. Ce sont des manipulateurs. Donc quand Marion dit pas de sexe, c'est absolument pas ça. C'est zéro. Le sexe, il appartient l'enseignement aux parents. Exact. Et à personne d'autre. Exactement. Le sexe, c'est ceux qui regardent, excusez-moi, je vais être extrêmement choquante, je vais vous dire une énormité. Le sexe, ça concerne la reproduction de la vie. Le saviez-vous? On n'en parle jamais de ça. Moi, j'ai lu le rapport des droits sexuels, hein, puisque... Attendez, dans les premiers paragraphes, le sexe, ça sert à se faire plaisir. Non, mais puis quoi encore? Le sexe, c'est le plaisir, mais ils sont dingues. Le sexe, c'est la reproduction de la vie, la reproduction sexuelle de la vie. Qu'on y prenne du plaisir, c'est la moindre des choses. On ne se reproduirait pas si on n'y prenait pas du plaisir. Donc, le plaisir, c'est le moyen, ça ne peut pas être le but. Donc, on a affaire à des pervers qui renversent les valeurs. Et je dis, quelqu'un qui dit il faut une bonne éducation sexuelle à l'école, je lui dis dehors. C'est non. C'est non. Pas de sexe pour les enfants. Si vos enfants vous posent des questions, répondez-leur. Si moi, qui suis adulte, un gosse me pose la question, je vais être extrêmement gêné pour répondre, mais je vous garantis que je ne me considère pas comme étant missionné par qui que ce soit pour répondre à des questions comme ça, si c'est pas mon gosse. Donc, le sexe à l'école, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ok, attends, elle voudrait compléter ça, ce qu'elle avait dit, parce que peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, alors j'entends le sexe à l'école, non, jamais. Donc le sexe doit être enseigné par les parents, c'est ça que tu as dit? Voilà. 80% des violences sexuelles ont lieu en famille. Alors, d'où sortez-vous ce chiffre? Ah ben, Muriel Salmona, les voilà. Innocence en danger. Innocence en danger, c'est qui? C'est qui est Innocence? Omer Asselier, c'est l'UNESCO, Omer Asselier. Il y a énormément de violences sexuelles intrafamiliales. C'est l'UNESCO. Omer Asselier, c'est l'UNESCO. L'UNESCO est signataire de tous les droits sexuels. Donc il n'y a pas 80% de violences sexuelles. D'où vient ce chiffre? Si c'est Omer Asselier, je suis désolée, cette dame est payée par l'UNESCO. Non, parce que moi j'ai des enfants victimes d'inceste. Les grands-parents ont fait l'éducation sexuelle de mes enfants. Hein. Ben, merci. Hein. Alors c'est mieux quoi? À l'école? C'est mieux à l'école? J'ai pas de meilleure réponse. Hein. Alors, simplement l'éducation sexuelle par le père et par les grands-parents incestueux, non merci. Alors là, j'explique. Alors c'est quand même mieux de ne pas être éduqué par un parent incestueux. Alors si c'est ça la conclusion, là je suis d'accord. Alors je connais le dossier de Florence depuis. Non mais attends, je vais laisser là. Moi c'est à ma mère que j'ai posé des questions, c'est pas à mon père. Donc j'explique pour que les gens comprennent. Non, c'est ça. Non, mais j'entends bien. Non, mais attendez. C'est le 80%, quelle est la source? Si c'est l'UNESCO, je ne les crois pas. Point. Non, mais je veux dire, voilà. Non, mais toi, ton dossier, il est très particulier. D'accord? C'est quand même un pourcentage. C'est pas 80%. D'accord? C'est un pourcentage réduit. Mais on ne le connaît pas. Son dossier, il est. Bon, elle a cumulé d'ailleurs plein de choses. D'accord? Mais le pourcentage de ces cas tels que le sien, c'est pas 80%. Non, mais violence sexuelle intrafamiliale, moi j'ai cru à ce chiffre. Non, mais t'as tort. Ce chiffre n'est pas sourcé. C'est tout. Si la source c'est l'UNESCO, c'est dehors, la porte. L'UNESCO est signataire des droits sexuels, d'accord? Allez chercher. La déclaration des droits sexuels, c'est public, hein, vous le trouvez sur Internet. Un enfant sur 10, en tout cas une personne sur 10, serait victime d'inceste en France. Source. C'est l'étude Ipsos. C'est menée par l'association Face à l'inceste. Eh bien, je ne les crois pas. Je ne les crois pas. On ne peut même pas en France savoir combien il y a d'enfants qui disparaissent par an. Ces statistiques sont des trucs politiques, ce sont des trucs de propagande. On ne connaît pas. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas un grave problème d'inceste en France, mais qu'on commence déjà par pardon? Benoît, en quoi, finalement, je me pose la question, l'éducation sexuelle à l'école, en quoi ce serait une prévention contre les agressions sexuelles dans les familles? Exactement. Bonne question. L'idée de Muriel Salmona, c'est de libérer la parole des enfants. Non. L'éducation, c'est pas pour libérer la parole, c'est pour donner du savoir. C'est un faux. Pour anticiper les besoins aussi. Il y a le consentement. Pardon? Il y a le consentement.
uniquement pour les pédos après. Mais un enfant, si vous regardez les textes, un enfant qui aura reçu une bonne éducation sexuelle à l'école, s'il ne dit pas non, on dira qu'il avait été informé, donc le consentement est acquis. Donc c'est-à-dire que plus vous parlez de sexe aux enfants et plus vous admettez qu'ils étaient consentants. C'est une abomination. Foutez la paix aux gosses avec le sexe. Le sexe, c'est l'affaire des adultes. Point. Et de l'intimité, sortez le sexe de la sphère publique, bon sang. Avant on disait faire l'amour, maintenant on dit jouir. Attendez. Oh, l'amour c'est quand même beau, non? Avant on lui répondait quand tu seras grand. Exactement. Exactement. Marion, hein. Pardon? T'es expressive, Marion. Hein. Oh non, Non, mais franchement, elle dit pas la vérité. Bien sûr. Sur les chiffres, je voudrais juste dire que le problème, c'est que par exemple, on parle donc de chiffres d'inceste qui sont sortis, mais on inclut le beau-père dans l'intrafamilial. Or, le beau-père, c'est une pièce rapportée. Donc Exactement. déjà, les chiffres, zéro. Et puis, quand nous, on dénonce les viols des enfants, foyer, famille d'accueil, ou chez le père, au 119, et bien le 119 refuse de prendre en compte nos chiffres. Donc, tous les chiffres, pour l'instant, sont faux. C'est du pipeau. Les chiffres sont du pipeau. Alors, c'est lui le même sujet. Alors, moi, je vais témoigner de ce qui s'est passé dans ma famille, de ce qui s'est passé par rapport au livre que j'ai écrit sur les abus sexuels. Ma sœur, je sais qu'elle a subi des attouchements au moins à 2 étages dans l'escalier. C'est pas la famille, mais voilà. Je me souviens qu'un jour, mes parents sont sortis, ils avaient couché, ils ont juste demandé à la femme du concierge de venir nous border, voir si tout allait bien. C'est le mari qui est venu et qui a essayé des attouchements. Moi, j'ai dit non, point barre. Il y a des enfants qui ne savent pas se défendre de ça. Je sais qu'il y a des associations qui apprennent aux enfants à dire « mon corps, c'est mon corps » et pour expliquer qu'ils ont le droit de dire non. Je pensais que ça, c'était intéressant. Non, parce que expliquer à un enfant qu'il a le droit de dire non, ça implique qu'il a le droit de dire oui. Parce qu'un non qui n'est pas assorti d'un oui n'existe pas. Alors, donc expliquer aux enfants qu'ils ont le droit de dire non, c'est encore un abus. Alors comment faire pour protéger ces enfants qui sont approchés? Bon, j'ai eu le témoignage d'un ami très proche qui a été abusé sexuellement très jeune par un voisin qui l'emmenait à la pêche, etc. J'ai plusieurs témoignages de personnes qui ont été abusées sexuellement par le grand-père. Et ça, c'est quelque chose qui s'est retiré régulièrement pendant que la grand-mère est partie faire les courses, parce que le grand-père, il sait quand est-ce qu'il va faire ça, avec des menaces, hein, et puis t'inquiète pas, à 12 ans, tu passeras à la casserole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? Bon, moi, j'ai pas la réponse à tout, mais Parce j'en que- veux un truc. parce qu'il y a Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on imagine? Alors, il y a une recette. Alors attendez, il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est l'enfant a le droit de dire non, qui me choque profondément. Je vais vous expliquer. Un jour, je suis rentrée du marché, j'étais petite, je suis rentrée du marché et je vais chercher ma tirelire, je casse ma tirelire, je sors 4 sous et mon père me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis il y a un pauvre monsieur dehors, un pauvre mendiant, bon j'avais été prise de pitié pour un miséreux et je voulais lui donner 2 sous de ma tirelire. Bon. Et mon père me dit pourquoi tu lui donnes? Pourquoi tu lui donnes? Ben, je dis parce qu'il a besoin, parce qu'il est gentil. Méfie-toi des gens gentils. C'est pas ta droit de dire non, c'est méfie-toi des gens gentils. Il m'a dit, va lui donner des sous. Mais c'est tout. Méfie-toi des gens gentils, ça m'est resté là. Et vous savez, je suis tout à fait réceptive à la gentillesse. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas devenue rétive aux manifestations de gentillesse, bien au contraire. Mais c'est ça qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit, tu as le droit de dire non. Il m'a dit, méfie-toi des gens gentils. Point. Ça parlait peu, mais... Je donne la parole à... Papa de Laura, Eric. Oui, moi j'ai raconté ma vie ce matin, enfin mon drame ce matin, je parle là-dessus. Par rapport à l'inceste. Avec la maman, nous avons élevé comme j'ai dit ce matin, nous avons élevé notre enfant pendant 5 ans, matin, midi et soir. Et donc le matin, bonne heure, notre fille Laura venait toujours frapper à notre porte de notre chambre et finir la nuit au milieu de ses parents, comme je crois que ça se fait dans beaucoup de... Elle avait 2-3 ans, bah, je suis resté 5 ans. C'est bien marché. Et donc quand on m'a volé ma fille, le premier week-end que je l'ai eu, un week-end sur 2, excusez-moi de bafouiller, mais c'est pas facile. Hein. Le premier samedi soir, je dis voilà Laura, tu vas retrouver ta chambre. Non,
je veux pas dormir dans ma chambre. Je fais des cauchemars, je veux pas dormir dans ma chambre, je veux dormir dans la chambre des parents. La maman était partie, hein. La maman avait abandonné le domicile familial. Et je dis non, Laurent, tu dors dans ta chambre. Elle t'attend depuis plusieurs mois là. Elle me dit non, je veux dormir dans la chambre des parents. Comme je dis ce matin, ma fille du caractère. J'espère qu'elle l'aura toute sa vie. Et donc, le premier samedi, évidemment, elle a dormi dans mon lit, dans la chambre des parents. Bah, c'était toujours le grand lit. Et je dis, bon, j'accepte, Laurent, mais tu vas revenir dans 15 jours, c'est non. Oui, papa. Alors, bon, j'ai rien dormi de la nuit. Ma fille, elle a dormi, mais elle faisait des cauchemars, elle bougeait dans tous les sens. Bref. Alors, ce qui s'est passé, ben, je devine. Rapport de l'éducatrice, comme on disait, la mère perdrix. Elle a dit, alors, Laura, t'as fait quoi avec ton papa ce week-end? Eh ben, elle a dit, j'ai dormi dans la chambre des parents. Alors, au tribunal, devant le juge des enfants, le petit merdeux, là, vachi sur sa chaise, alors la mère perdrix, l'éducatrice, là, de la ZEUR, elle a dit, climat incestueux à la maison. Voilà. Mais ça, c'était un mémoire. Et ça, je peux raconter, hein. Merci de m'avoir écouté. Bon, ça c'est l'exemple typique en fait. Vous avez vu? Ce qui se faisait avec le papa et la maman, c'était pas incestueux. Qui sait dans sa famille qui n'a jamais eu son enfant venir dans le lit de ses parents? Ben moi je l'ai fait, hein, papa et maman, on est vachement bien. Bien sûr, c'est donc quelque chose qui est donc naturel, d'accord? Sauf que là, il s'est retrouvé tout seul, d'accord? Et comme il était tout seul, ça devient un flagrant délit de... Voilà, exactement. Donc, vous voyez comment la manipulation, elle peut être faite par les constats. C'est terrible, en fait, parce qu'ils ne pouvaient même rien faire. Je voudrais dire que les grands-pères dont je parlais, ils n'étaient pas gentils. Ah non, mais ça existe aussi. Ils menaçaient. Qui c'est qui a levé la main? Il y a les deux. On sait que ça existe. C'est pas une raison pour sexualiser vous-même. Il y en a beaucoup. Enfin, excusez-moi. Donc, je reviens sur ce que Mme Sigo a dit, donc sur le fait du méfie-toi des gens gentils, ça c'est très bien. Il faut aussi que je dise quelque chose, c'est que les parents, ils puissent savoir dire aux parents, s'il y a quelque chose qui est arrivé, tu m'en parles. Avec tes mots, je comprendrai. Il faut savoir ouvrir le dialogue avec l'enfant pour permettre de régler le problème en amont. D'accord? Dès le début. C'est tout. Voilà, c'est une bonne manière de voir la chose. Je pense aussi qu'avant, pour les pères normaux, hein, qui n'avaient pas l'esprit tordu, eh bien, ils évitaient les situations qui pouvaient être dites délicates. Donc moi, mon père, j'ai jamais dormi dans son lit, et si j'allais dans le lit de ma mère, enfin dans leur lit, ben, c'était en dimanche matin pour prendre le déjeuner au lit. Voilà. Mais mon père, je le constate, à Rambourg, il n'a jamais été dans une situation qui aurait pu être prétendue, interprétée, machin. Il a toujours eu de la distance. Hein. Ça ne l'a pas empêché de me prendre sur les épaules. Mais à partir du moment où je crois me souvenir qu'il a, je sais pas, 4-5 ans, eh ben, il a arrêté de me prendre sur les genoux, etc. Voilà, il a eu. Il faut que les hommes, pour montrer qui ils sont, ils reprennent de la distance tout en montrant de l'affection, hein, mais éviter toutes les situations qui pourraient être qualifiées de dangereuses. Voilà, c'est une manière de voir. Vous avez quelque chose à dire, les dames? Alors, un dernier point, et après je vais arrêter de poser. Bon. Alors, donc, pour revenir quand on est enfant, voilà, donc moi j'ai jamais dormi dans le lit de mes parents, je suis pas mort. Donc, c'est assez tôt, on dort chacun dans sa chambre. Dans son lit en tout cas. Oui, oui. Enfin, dans son lit. Après, ça dépend, à partir d'un certain âge, il faut que le lit soit dans la chambre. Mais les frères et sœurs peuvent coucher dans le même lit. Bah si c'est courant, je veux dire, chacun son Oui, lit. je veux bien, mais moi je prends un exemple sur moi qui suis un enfant unique à la base. Donc après, pour ce qui leur reste, voilà, je ne connais pas absolument toutes les situations familiales, sinon on en a pour 10 pompes. Bon, mais c'est pas grave. Je termine. C'est juste qu'il faut, comment dire, savoir donner entre guillemets certaines barrières, sans savoir l'expliquer par 1000 mots aux enfants. Voilà, c'est un peu stupide et pervers. Et il faut savoir donner certaines, comment dire, certaines, entre guillemets, pas dire limites, mais, comment dire, un peu, oui, voilà, des limites, mais sans partir dans des
d'explications infinies, quoi. On a dormi chacun dans son lit, chacun dans sa chambre, dans le respect des parents, dans l'intimité des parents, et on n'en est pas mort. Et aujourd'hui en France, le souci, c'est qu'il y a certaines familles, bon, pas pour certaines qui ont des choix au cours du soir, mais pour une certaine mode, j'ai pu le repérer vite fait, mais après je dis peut-être des bêtises, peut-être que ça a changé entre temps, etc. Mais de ce que j'ai pu entre guillemets en apercevoir, c'est que certains enfants dorment dans le lit de parents ou dans la même chambre conjugale jusqu'à 5-6 ans. Voilà. Donc il faudrait déjà revoir certaines étapes. Je sais que pour certains parents, à la limite, ça pourrait être entre guillemets assez difficile, sûrement qu'ils ont eu une éducation comme ça, ou ça ne me regarde pas. Mais de ça, ce que, comment dire, entre guillemets, impartial dans le fait de la vie, on va dire intime, si le terme est mal choisi, la nuit ou dans le quotidien, il faut savoir mettre les choses au diapason. Voilà. Bon. Alors, oui, je te donne la parole tout de suite. T'as quel âge? Bientôt 26. Alors, il a bientôt 26 ans. Moi, j'ai 67 ans. J'ai eu la chance de dormir dans le lit de mes parents. Ils m'ont jamais fait de mal. Mais quand je dis jamais, ça ne leur aurait jamais venu à l'idée de faire du mal à leur enfant. Et j'adorais aller les voir. Le matin, de bonne heure. Qui c'est ici qui a déjà dormi dans le lit de ses parents? Levez la main. Une seule fois. Ben oui, hein. Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs? Non. Voilà, ça c'était pour te montrer que à une époque, il existait une chose importante, c'était l'amour des parents vis-à-vis de leurs enfants. Mais pas tous les soirs. J'ai pas dit tous les soirs. Est-ce que j'ai dit tous les soirs? Est-ce qu'il est arrivé de... Moi, j'ai pas dormi tous les... Moi, je dormais Bien la sûr. nuit. Bah, bien sûr. Il m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, bien sûr. Donc, j'ai pas dit que je dormais tous les soirs. Donc, mais la maman de Vanessa, elle a un truc à dire. Hein? Attention. Non, mais j'ai pas de solution en fait. Je pense simplement qu'il est important de réintroduire la notion de maîtrise de soi. C'est pas parce qu'on a des envies que l'on a tous les droits. Déjà. C'est exactement ça. Et de réintroduire aussi une autre notion qui est très importante, c'est la morale. Vous voyez, on en a parlé hier, on leur dit encore aujourd'hui. Parce que par exemple, tes parents, quand tu dormais avec eux, à leur côté, ça ne leur est pas arrivé à la tête. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ces notions-là. Voilà. Et Vanessa, elle peut le dire, ça n'a pas toujours été facile. Elle a pris des claques. Elle a pris des claques. Est-ce qu'elle a pris des poussées? Est-ce qu'il y avait un martinet à la maison? Non. Ah, moi j'ai connu le martinet, hein. Non, elle a... Parce qu'il y avait le... Voilà, il y a des choses, non? Il y a des limites. Il y a des limites. C'est exactement ça. Alors c'est très très important ce que vous venez de dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous regardez le modus operandi de tous ces propagateurs de l'éducation sexuelle à l'école, ils expliquent aux enfants qu'ils ont le droit de satisfaire leurs désirs, c'est-à-dire l'inverse de ce que doit être une éducation. Une éducation, c'est connais-toi, sache ce que tu veux et maîtrise-toi. Ça veut pas dire renonce à toi-même, c'est juste l'inverse. Maîtrise-toi, c'est-à-dire tu ne l'auras pas tout de suite, tu l'auras plus tard. C'est ça, la maîtrise de soi et la morale. Il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mal. Regardez les droits sexuels. Les droits sexuels impliquent qu'on abolit la morale. La liberté sexuelle se fait en dehors de toute morale, en dehors de toute tradition, en dehors de toute religion. C'est en toutes lettres. Lisez le... Alors, excusez-moi, je vais faire de la retape pour mon bouquin, mais j'ai écrit un petit bouquin là-dessus qui s'appelle « Les droits sexuels » ou « La destruction programmée de l'enfance et de la famille ». Je vous donne toutes les références. Donc ce qu'ils veulent, c'est abolir la morale, abolir la religion, discréditer la tradition, et remplacer ça par « je le fais parce que j'avais envie et j'ai bien le droit ». Les droits de l'enfant, c'est ça. Vous savez qu'il n'y a pas pire calamité que les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est le droit de l'enfant, pour l'enfant, d'être... Par exemple, le droit de l'enfant implique que l'enfant a droit à un minimum de confort. Eh bien, ça veut dire que le droit de l'enfant implique qu'on le retire aux enfants, aux parents pauvres. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Le droit de l'enfant implique que mon père m'a envoyé une gifle parce que j'étais habillée comme une pute. Mon droit, c'est de dire, voilà, je veux changer de père. Non, vous vous rendez compte? Non mais attends, bon, moi j'ai pris des barres, il y en a quelques-unes que je regrette, mais il y en a d'autres que je ne les ai pas volées, hein, c'est clair et net. C'est clair et net. Puis moi je suis quand même habité d'une notion morale absolument indéniable. Je veux dire, il y a le bien et il y a le mal, et puis je ne confonds pas les deux. Bon bah c'est une éducation qui m'a donné ça.
Il est évident qu'avec les conflits que j'ai eus avec mes parents, ça serait aujourd'hui, mais j'aurais terminé en foyer, moi j'aurais terminé putain. C'est absolument certain. Donc, la famille, même si elle a été relativement dysfonctionnelle chez moi, elle m'a quand même sauvé d'essentiel. Et je pense que les mondialistes s'attaquent à la famille parce que justement, Absolument. Une famille détruite ne fait pas société. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Donc, rétablir la morale et rétablir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le contraire des droits sexuels. Les droits sexuels, c'est j'ai envie de... Vous savez, je raconte au début de mon bouquin l'histoire, ou je ne sais plus si c'était la préface au livre de Judith, je ne me souviens pas. Vous avez eu un drame qui s'est fait dans une piscine. Vous savez, il y a eu à Cologne, le 31 décembre, je ne sais plus quelle année c'était, 2012, 2013, je ne me souviens pas. Il y a eu des agressions contre les femmes allemandes par des migrants, ça a été une catastrophe. Et quelques temps après, mais juste quelques temps après, on a appris que dans une piscine à Vienne, en Autriche, vous avez un migrant irakien, il était en train de s'amuser dans le plongeoir, il sautait, il nageait et tout, brusquement, il est sorti de l'eau, il est allé dans les vestiaires, il a attrapé un môme de 6 ans, il l'a sodomisé, il est retourné faire le con sur le plongeoir. Le gosse a hurlé, mais vous connaissez le bruit qu'il y a dans les piscines, vous pouvez toujours hurler dans une piscine, tout le monde gueule. Le personnel de la piscine voit un gosse en sang, ils appellent immédiatement la police débarque, le gars continue de faire le mariole, il l'attrape, il lui met la main au collet, il dit donc go. Ben oui quoi, j'avais besoin. Ben, j'avais besoin. Mais attendez, les flics, on a le droit de faire ça en Irak. Ah bah non, chez nous c'est la peine de mort. Alors vous n'avez pas le droit chez vous, vous avez le droit ici. Entre les deux, entre l'Irak et ici, il s'est passé quoi? On lui a expliqué ses droits sexuels au mec. Ça c'est ma conclusion. Simple hypothèse. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui vient d'un pays où la morale sexuelle est tellement pudique que les pays arabes, parce que je connais un petit peu, c'est extrêmement pudique. Extrêmement pudique. Il arrive chez nous et qu'il viole un homme et puis qu'il retourne faire le mariage. Au lieu de se sauver, mais parce qu'on lui a expliqué qu'ici il y avait les droits sexuels. Et les droits sexuels, c'est quoi? C'est que t'as envie, t'as le droit. Non. La morale, c'est pas ça. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Oui? En fait, c'est plus complexe que ça. Il y a différentes civilisations dans la civilisation arabe. Et la couleur, c'est une couleur publique. Le péché, c'est ce qui est public. Et par exemple, j'aime beaucoup mes amis tunisiens quand on parle des gueules d'enfants et tout ça, parce que c'est quelque chose de honteux qu'on ne doit pas parler. Et en réalité, une piscine, c'est un endroit public. Oui. Et en réalité, dans la réalité des faits, comme vous connaissez dans le pays, il se passe beaucoup plus de choses, mais on ne doit pas en parler. Et il y a des traditions sexuelles qui font que mes amis me disent en réalité, ils disent qu'il y a beaucoup plus de choses chez nous que chez vous, mais c'est honteux d'en parler. Justement, ces enfants dans ces pays-là ne sont pas protégés parce qu'on n'en parle pas. Comme ça a été chez nous. Le silence de cette série, c'est bien de ne pas parler de sexe à l'école, mais quand même d'expliquer aux enfants que ça existe. Parce que j'ai un beau-frère médecin, il a eu plusieurs patients d'anatomie qui sont suicidés parce qu'elles avaient été violées de leur gamine. À l'époque, les parents disaient tais-toi, c'est honteux. Hein, et ça se poursuit toute la vie. C'est aux parents d'écouter là. Oui, mais on n'écoutait pas les enfants et les prédateurs profitaient de ce silence pour toute leur vie violer des gosses. Et c'est ce qui se passe encore dans tous ces pays. Donc je suis d'accord sur le fait qu'on ne priorise pas les enfants par le sexe à l'école, mais que les enfants sachent, enfin il faudrait que les prédateurs sachent que les enfants peuvent parler et qu'un jour ou l'autre on les punira et qu'il n'y ait plus d'impunité du silence. Voilà. Alors, quand on donne la parole aux enfants, là, je suis complètement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je voudrais dire que les enfants ont droit au sexe dans les établissements relevant de la protection de l'enfance. Je donne un exemple et je vous invite à aller voir la charte affective la charte affective et de la vie sexuelle, quelque chose comme ça, du groupe SOS, en format PDF hébergé par le site du ministère de la Santé. Alors il faut savoir que le groupe SOS a des établissements pour les personnes âgées, personnes en situation de handicap et les enfants, mais c'est la même charte affective et de la sexualité pour tous les établissements, enfants compris. Vous pourrez aller lire par vous-même que l'enfant n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec un professionnel de l'établissement, mais le professionnel, si l'enfant lui demande,
a le droit de lui trouver des partenaires. Et il peut même, si l'enfant lui demande, aller lui trouver des objets sexuels, d'accord, et lui procurer. Et il doit aussi, le professionnel, lui apprendre comment on s'en sert et comment les laver après utilisation. Vous le lirez par vous-même, c'est écrit noir sur blanc sur cette charte que vous trouvez en PDF. Et c'est hébergé par le site du ministère de la Santé. C'est aussi disponible sur le site du groupe SOS. Et je vous assure en plus qu'il y a des extraits et des images très explicites. On pourrait penser que c'est une notice limite pour montrer aux enfants ce qu'ils peuvent faire. On voit des bonhommes en train de se faire cunilingus, fellation. Alors, tu vas pouvoir descendre, on va vous montrer les images. Et ça, voilà, on montre aux enfants ce qu'ils peuvent faire. J'ai le droit à ma sexualité, je suis la seule personne à pouvoir décider de ma vie sexuelle. Regardez les images. Et ça, cette charte-là, elle peut tout à fait être disponible aux usagers qui sont dans ces dispositifs. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, je vais rebondir parce que ce que tu viens de montrer pour certaines catégories d'enfants placés est exactement dans une charte de l'éducation nationale pour toutes les écoles de France, de la primaire au collège. Excuse-moi, je m'arrête. Et c'est exactement les mêmes choses. Mais c'est le programme de Kinsey. C'est le programme de Kinsey. Ça a été remis à tous les directeurs d'écoles primaires, collèges et lycées avec des instructions. Et là, on parle en plus du transgenre. C'est le programme de Kinsey. Et le genre, les études de genre sont également au programme de l'Institut Kinsey. Tout ça, c'est du Kinsey. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, Kinsey était financé par l'Institut Rockefeller et il était... Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit, excusez-moi. Et promu et protégé par la CIA. Voilà. Et tous les directeurs d'établissement, depuis septembre 2022, ont l'obligation de faire intégrer la sexualité dans le projet d'établissement et de le faire remonter à l'académie. C'est-à-dire que maintenant, il y a un contrôle. Jusqu'à présent, la loi existait, elle n'était pas appliquée. Et là, le ministère de l'Éducation nationale a fait publier une circulaire au mois de septembre 2022. C'était obligatoire pour les établissements de donner le projet d'établissement et le sexe à l'école devait être inclus dedans. Et un père de famille allemand qui a refusé, sa fille est rentrée d'école après un cours d'éducation sexuelle en larmes. Il s'appelait, bon, je ne me souviens pas du nom de ce père de famille allemand. Il a été mis en prison parce qu'il a dit que sa fille ne retournerait pas au cours d'éducation sexuelle. Donc il a été mis en prison et sa femme qui était enceinte, on lui a dit qu'elle irait en prison après son accouchement. Alors en France, moi j'ai l'exemple de plusieurs mamans qui ont fait plusieurs vidéos sur le net qui sont passées parce que les enfants ont eu ce cours d'éducation sexuelle sans que les mamans soient au courant. Mais bien sûr. Voilà. Mais les parents sont les ennemis à abattre. La moindre des choses, c'est de demander l'autorisation aux parents. C'est même des personnes extérieures. Oui. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire maintenant. Ouais. J'ai le droit d'avoir des relations sexuelles avec une ou plusieurs personnes. Avec j'ai le droit. Quand je veux, le jour, la nuit, les dents, ces gens. Je sais que ça me disait quelque chose de bien sûr. Finalement, la meilleure prévention, c'est la structure familiale, la structure sociale, la religion. Et des familles et des structures familiales aidées. Parce que je pense qu'il y a une grande solitude des parents en détresse et il n'y a pas d'instance pour véritablement leur venir en aide. Moi j'ai vu dans mon village une femme, on lui a retiré ses 7 gosses parce qu'elle n'arrivait pas à les élever. Est-ce que vous croyez que les services sociaux ne pouvaient pas l'aider à les élever? Je veux dire, la détresse des parents, ne serait-ce que la détresse psychologique, mon gosse, j'arrive pas à en venir à bout. Il y a des gens qui savent, qui pourraient aider les parents. Or jamais on les aide. Jamais on les aide. Je pense que la violence intrafamiliale, c'est souvent une détresse qui pourrait parfaitement être prise en charge par des associations bienveillantes et qui ne dépendent pas de l'État, bon sang de bonsoir, parce que ça suffit. La structure de village, la structure de famille en Afrique est une protection contre toutes les actes sexuels. Mais pas qu'en Afrique. La structure de village dans l'ancien temps, quand c'était là. Vous savez, quand vous aviez le regard de... J'imagine un père qui brutalise sa fille, s'il reçoit la visite du curé en lui disant « Dis donc, toi, oh, je suis au courant de ce qui se passe là. T'as fini de traiter ta fille comme ça ?» Ben, le père, il va reculer. Il va reculer parce qu'il y a une représentation morale. Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Tout s'explique. On essaie de détruire la cellule familiale, on essaie de détruire les religions. On détruit l'image du père. Le père est devenu un ennemi. Moi, j'entends partout ce qu'il faut détruire, c'est le patriarcat. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Vive le patriarcat! J'aime le patriarcat. Et pour qu'un patriarcat soit efficace, il faut aider les pères à être des vrais pères. Et pas arrêter de les culpabiliser, de les faire passer pour des brutes. Le crime d'être père. Non, mais c'est effroyable, quoi. Vive le patriarcat. J'ai fait une vidéo là-dessus. Non, mais ça fracasse les hommes. Et puis alors, quand il n'y a plus d'hommes, ouais, quand il n'y a plus d'hommes, qui est-ce qui protège les femmes? Plus personne. Un homme, un vrai, ça protège sa femme et ses enfants. S'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de protection. Et ça, c'est Judith qui me l'a dit. Elle me dit, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de protection. Ah ouais, pour revenir à ça, ce qui se passe aujourd'hui avec C'est à partir de... cette émission du patriarcat qui prendra une immense connerie. Il y a la masturbation. C'est que les jeunes hommes, maintenant, ils doutent beaucoup pour draguer d'autres femmes. Ils quoi? Ils doutent beaucoup pour aller draguer d'autres femmes. Ils n'osent plus aller s'avancer vers les dames, vers les femmes dans les soirées, etc. Pour que ce soit incroyable, il faut faire plus de mal. Bah oui, bien sûr. Pour tous les jeunes hommes, parce qu'ils n'ont pas forcément les chances, etc. Et on leur c'est comme si on leur mettait un coup sur la main. Mais oui, on les dévirilise. On les dévirilise. Allez, j'ai une maman qui voudrait dire un truc. Une expérience que j'ai vécue avec ma fille, justement, du fait qu'elle ait les cours d'éducation sexuelle au collège. Elle est victime d'inceste, plus que certains, et peut-être d'autres trucs, d'autres choses. Elle est rentrée à la maison, donc on était en plus avec des éducateurs et tout ça, et elle m'a dit, mais tu sais maman, il y a eu des intervenants qui sont venus, et on nous a demandé ce que c'était le consentement. Et je lui dis, est-ce que tu sais? Elle fait, bah oui, oui, elle me dit, bah c'est un truc sur la pénétration, elle est partie dans ça. Et je lui dis, elle m'a comme si c'était quelque chose, elle me dit, mais toute contente, elle me dit, bah, j'étais la seule à répondre dans toute la classe. Et je lui dis, et elle me dit, mais maman, mais je lui dis, mais cette personne, mais elles t'ont parlé, elles font, bah oui, elles m'ont parlé. Et avec les éduques et tout, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui a été raconté, qu'est-ce qu'ils ont compris, je me dis, et on n'est pas au courant. Et la problématique, je me dis, mais c'est violent, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs gamins qui subissent des violences intrafamiliales et des choses terribles, et ils font ces cours. Et là, effectivement, moi, j'ai été paniquée ce jour-là, parce qu'elle est rentrée, c'était incompréhensible son discours, donc il fallait que je dépiote un petit peu, et dans ce que j'ai pu comprendre, à mon avis, ma fille, il y a eu des viols. Sachant que c'est pas reconnu, mais juste parce qu'elle était dans un discours en me disant, mais c'est une copine, et puis en fait, je lui parlais, je voulais savoir le contexte de la journée, de la conversation qu'il peut y avoir avec les adultes, précisément, et elle s'est énervée, je lui ai dit, non mais c'est pas ça, elle me fait, oui, mais puisque c'est comme ça, la prochaine fois, je te parlerai plus, je te ferai plus confiance. Ah bah voilà. Et bah voilà, c'est QFD. Voilà. C'est un exemple, en fait. Tu veux? Je voulais juste... je parle de mon cas personnel, quoi. Je voulais juste dire que donc, moi, avec la maman, il y avait beaucoup de disputes. Il y a eu beaucoup de disputes. Et il n'y a jamais eu d'agression physique de ma part. Des violences. J'ai jamais violenté physiquement la maman de ma fille. Par contre, elle a été dire dans notre village de 800 habitants, que je l'avais tapé. Alors que c'est faux. J'ai jamais tapé la maman de ma fille. Je n'ai jamais tapé personne. Tout pousse les femmes. Et je voulais dire que... considérer que les hommes sont des ennemis. Je voulais dire que, voilà, c'est... Il y a beaucoup de pères en souffrance qui subissent aussi des violences physiques de la part de... mais qui ne le disent pas. Hein. Moi, je le dis, là, mais je ne veux pas chanter sur les toits. Hein. Quand je suis sur Facebook, tout ça, je ne le dis pas. Hein. Je ne vais pas... Moi, je connais des hommes battus par leurs femmes. J'en connais au moins 2. J'ai pas été battu, mais j'ai quand même été abattu, parce que je me suis défendu. Une fois, je l'ai poussé, et voilà, elle a dit que je lui avais fait une sciatique. Moi, elle m'a tapé une ou deux fois dans les parties, quoi. Voilà. Mais ça, Bon, témoignage.
Voilà, donc c'était presque un papa battu en fait. Bon, je peux voir. Non, je ne vais pas dire ça, non. Non, j'ai dit presque. Je peux voir le livre. Non, je ne suis pas un papa battu. Oui, c'est ça. On parlait de l'aide qu'il faudrait apporter aux familles. Et dernièrement, ma fille donc, a ouvert une école alternative. Elle a été invitée à une réunion par, je crois que c'était le maire de Vernon, enfin d'un village. Je veux pas dire... Ah non, c'est une directrice d'école, je ne vous dis pas de bêtises, une directrice d'école qui a fait plusieurs signalements croyant bien faire. Et elle s'est aperçue que les parents, ils voyaient plus de leurs enfants, ou pratiquement plus. Elle a été très choquée parce que sur 1 ou 2 ou 3 années, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Et elle a fait cette réunion pour dire aux autres parents, il faut qu'on aide les familles en difficulté pour pas qu'il arrive ce qui est en train d'arriver. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme initiative. Et je pense que c'est important de le dire parce que j'espère qu'il y en aura de plus en plus. C'est-à-dire une sorte de fraternité, on s'intéresse à ce qui se passe à notre voisin et on ne se contente plus de s'en remettre à des institutions ou à un État qui finalement se révèle malfaisant. Et c'est cette fraternité qu'il faut retrouver, qui malheureusement, dans liberté, égalité, fraternité, a été mis à la fin et qu'il aurait fallu mettre au début. Oui, alors moi, je conclus, non, enfin bon, oui. Alors moi, je voudrais simplement faire une toute petite synthèse, mais quelque chose de très bref, d'accord ? À chaque fois que vous essayez de faire du bien, quel que soit le bien que vous essayez de faire, dans la création, dans la manière de dire, il y aura toujours les mêmes qui prendront le bien que vous avez fait pour le transformer en mal. Vous ne pourrez jamais l'empêcher. D'accord ? Alors des fois, j'ai des messages tout bêtes. Je regrette qu'on n'ait pas un nouveau docteur Guillotin. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Et qu'on coupe la tête, qu'on coupe la langue aux menteurs. Ouais, ça existe encore ? Qui a fait le rapport du 3 juin 2021 sur... Oui, je crois que c'est une sénatrice, il y avait 3 sénateurs le 3 juin 2021 qui a fait le rapport qui ressemble à un rapport sur le crédit social chinois au Sénat, une proposition avec toutes les mesures de surveillance à tous les étages, il s'appelle Guillotin. Je pense que ça doit être un Parce qu'il avait fait une bonne invention, hein, quand même, d'accord ? Il ne faut pas l'oublier. On devrait la remettre en place. Enfin, c'est une idée. Oui, je voudrais ajouter également que notre société est hyper sexualisée et que ça nous appartient aussi à tous d'essayer aussi d'éviter ça, ne serait-ce que par des boycotts, ne serait-ce que par... et de dénoncer aussi l'hypersexualisation des enfants. Pourquoi on achète un string à une gamine de 3 ans c'est parce qu'il y a des acheteurs. Bien sûr. Bon, donc là, en fin de compte, dans ce qu'elle vient de dire, la maman de Vanessa, il faut inventer une petite guillotine exprès pour le sexe. C'est une idée, c'est pas ce qu'elle a dit. J'assume. Dans le temps, il existait la castration. Je sais que c'est. Peut-être que les violeurs, maintenant, au lieu de les condamner à de la prison, si on les condamnait à une castration, mais officielle, tu vois. Eh ben, on lui coupe les mains. Non, attends, on va commencer. Non, arrête-toi. Là, on dérive. Excusez-moi, on est là pour dénoncer les crimes et faire en sorte qu'ils s'arrêtent. Tout ce qui concerne la justice et le châtiment, c'est pas de notre ressort. Bon, alors pas de châtiment. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça n'est pas de notre ressort d'en décider. J'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. J'ai dit ça n'est pas de notre ressort. C'est tout ce que je dis. Bien sûr qu'il faut des châtiments. Je veux dire, nous ne sommes pas là pour les énoncer. C'est ça que je veux dire. Notre rôle à nous, mais je comprends. On a tous envie, on a tous dit qu'on les pende. Moi je dis ça 3 fois par jour, qu'on les pende. Je suis pas sûr que j'ai envie d'assister à une pendaison. Donc c'est autre chose. Je pense que notre rôle à nous, c'est de chercher la vérité et la dire. C'est-à-dire dénoncer. Et puis après, d'autres instances entreront en action. Je suis désolée, j'ai pu mal m'exprimer. Je disais simplement que, en fait, il faut... en fait, c'est un constat. Il y a l'hypersexualisation des enfants. Il y a des images qui sont pas du tout adaptées pour votre quotidien. Pour un parfum, vous avez une femme en porte-jartel. Enfin, il y a tout ça. Et puis également, il y a le boycott. Bon, il faut déjà dire aux enfants peut-être d'essayer d'écarter de toutes ces images. Et le boycott, encore une fois, pourquoi des parents achètent des strings et des petits soutiens-gorge à des gamines de 3 ans?
Je suis désolée, c'est pas adapté. Moi, Fred. Ils les achètent parce qu'ils les trouvent sur le marché. C'est déjà ça qu'on pourrait commencer par Mais dire. s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de. Non, c'est l'inverse. On a commencé par proposer le produit. C'est l'inverse. Voilà, de la même manière que sur le marché, on trouve par exemple le jeu vidéo GTA V. Donc c'est l'acronyme pour Grand Theft Auto. Donc c'est à la base un jeu vidéo automobile. Et c'est un jeu vidéo où tous les interdits sont permis. Rouler en sens inverse, défoncer un barrage de police, rouler en état d'alcoolémie, rouler sous l'effet de la drogue. Et quand on a gagné des galons dans ce jeu, petit à petit, on peut aussi aller se payer une stripteaseuse à Las Vegas. On peut se taper une prostituée dans sa BMW devant la boîte de nuit. Et donc, il y a, attention, on se tape la prostituée dans sa BMW, il y a la voiture qui bouge, il y a les bruits, et même on peut mettre une option où il y a la manette de la PlayStation, je sais pas, moi je ne connais pas bien les termes, qui vibre. Donc, c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est-à-dire c'est interdit à la vente. Sauf que ça, ce sont des jeux vidéo qui se retrouvent très facilement dans les familles. Et moi, j'ai une amie, par exemple, qui arrive à 4h de l'après-midi à la réunion de famille. Les adultes sont en bas, passent un bon temps. Elle dit, et les enfants, ils sont où? Ah ben, ils sont tous en haut. Elle va en haut. Et qu'est-ce qu'elle voit? Il y a tous les cousins devant ce jeu vidéo, de 8 à 16 ans. Et elle voit là, par exemple, au moment où elle arrive, un homme qui lèche les seins d'une femme. Donc, ce jeu-là, il est commercialisé déjà depuis une paire d'années. Moi, j'avais dénoncé ça dans une réunion de classe, réunion de parents d'élèves, et il y a une maman qui me dit mais t'inquiète pas, moi j'en connais, ils font déjà ça au CP. Ah ben, merci, me voilà rassurée. Nous voilà rassurés. C'est ce que disait Carl Zero récemment. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, il faut bien regarder du porno avec eux, sinon ils le regarderont sans nous. Je suis désolée, ils n'ont pas regardé. Oui, il a dit. Oui. On va vous le mettre parce que moi quand j'ai dit ça sur une vidéo, on m'a dit c'est pas possible, arrêtez de mentir. Alors j'ai balancé. Excusez-moi, j'aimerais bien revenir sur le sujet déjà d'une part. Alors déjà, il y a la corrélation, ne serait-ce qu'entre la vie réelle et le jeu vidéo déjà d'une part. Ça se déroule donc à travers un écran, à travers un support. Déjà d'une part. Deuxièmement, ce genre de jeu vidéo, je suis d'accord, ne devra pas se retrouver aux mains des enfants. J'ai pas fini. Dans ce cas-là, il faut que les parents puissent être eux-mêmes sensibilisés aux jeux vidéo pour ne pas le mettre entre les mains de jeunes enfants qui ne devraient pas voir ces images. Et j'appuie bien sur le sujet parce que oui, c'est un fléau, mais les parents ne sont pas forcément au courant et du coup, entre guillemets, que trop tard. Donc il faudrait que les parents soient... Voilà. Mais on ne peut pas, entre guillemets, incriminer une société ou une entreprise qui crée des jeux vidéo ou quoi que ce soit, parce que eux, on va dire entre guillemets, bon, je suis entre guillemets un peu au courant, mais je ne vais pas aller jusque-là non plus, ça se passe à leur insu. Parce que leur public cible, c'est marqué sur la jaquette, c'est 18 ans. Déjà. Mais même, je suis désolé, même pour des adultes, on n'a pas à faire la promotion de toutes les... Ce n'est pas de la promotion. Bon, monsieur, un jeu si c'est pas pour promouvoir. Non, ça promouve pas. Non, bah, si tu gagnes des points à chaque fois que tu tues un flic, je suis désolé, c'est la promotion du... Excusez-moi, madame. Dans ce cas, moi je joue depuis 2015, j'ai le jeu. Dans ce cas-là, je serai un tueur de flic, je serai un violeur. Je braquerai. Non, mais pour remettre les choses au clair, il n'y a pas de promotion. Ce qui se passe, quand on joue à un jeu vidéo, et là je vais revenir un peu... C'est une aparté qu'on ne devrait pas faire justement quand on parle de placement d'enfants ou qu'on parle de sexualité ou quoi que ce soit, mais bon, si on veut aller sur cet argument, on va y aller là quand même. Il y a l'aspect psychologique quand on joue à un jeu vidéo. Ce que l'on perçoit de manière psychologique. Il y a plusieurs, quand on sait dans la psyché humaine, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont, on va dire, assez équilibrés ou quoi que ce soit, donc le jeu vidéo en tant que tel ne va rien leur faire. Ils savent que c'est un effet de contexte, une fiction, donc ils ne vont pas aller plus loin, etc. Ça leur permet de donner un bon moment, etc. S'ils trouvent un certain message dans le jeu vidéo, d'accord. Mais d'autres personnes, et là oui, là il va falloir aussi appuyer dessus, qui eux ont une certaine psychologie, qui eux vont entre guillemets être entre guillemets incités à commettre ces délits. Mais en aucun cas, un support vidéoludique ne promeut pas ce genre de comportement. Il les inclut, etc., comme élément de gameplay, d'accord, mais cela reste de la 3D, cela reste des polygones, d'accord.
Et voilà, j'entends tout à fait le fait de pouvoir votre argument avec vos inquiétudes ou quoi que ce soit, mais il faut revenir sur le sujet de la psychologie aussi en tant que telle. Sinon, il y a plusieurs millions de personnes qui jouent à ce jeu. Si ça prouvait vraiment ce jeu-là... S'il y a plusieurs millions de personnes qui jouent à ce jeu, ça veut pas dire que c'est bien. Il y a aussi plusieurs milliards de gens qui ont été infectés Covid, je rappelle. Je n'ai pas envie de vous empêcher de regarder des jeux vidéo. Ça n'a rien à voir, Madame Sigaud. Je vous explique juste. Mais ça, c'est pas par rapport au fait que ce soit bien ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt à l'échelle et à l'appui. Si on se disait que vraiment ça promouvait ce genre de comportement, ces vidéos ou quoi que ce soit, sachant qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui jouent à ce jeu vidéo, le monde sera à feu et à sang. Mais il est à feu et à sang. Il est à feu et à sang parce que il y a eu des mœurs, entre guillemets, il y a eu des mœurs malsaines qui sont venues depuis des années, des siècles. Ce n'est pas un jeu vidéo sorti il y a une dizaine d'années, même une série sortie il y a 25 ans, qui va prendre le pas sur des siècles de malfaisance. Donc là, je suis désolé, j'entends parfaitement, mais voilà. Alors, c'est simplement un joueur, d'accord? Et si tu as un joueur, tu joues et tu défends le jeu. Il y a conflit d'intérêt en fait. C'est ça. Non, c'est une sorte de conflit d'intérêt. Donc là, la compassion. D'accord, attendez. T'as le droit de défendre ton jeu. Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Nicolas, tu sais, il n'y a pas beaucoup de jeunes ici. Et moi j'étais très content de t'entendre et d'avoir ton avis. D'accord? Parce qu'en plus, on a besoin de savoir comment vous pensez et comment vous voyez les choses. Donc ça, c'était très important. D'accord? Maintenant, je vais te sortir... Je vais te sortir un exemple d'une information qui était passée aux informations télévisées, aux 20h. Ils avaient montré des jeunes qui balançaient des pierres sur les ponts d'autoroute, sur les voitures. Non, mais c'était pas de la propagande. Mais ce n'était pas de la propagande. C'était de l'information. C'était de l'information. D'accord? C'était pas de la propagande, comme tu l'as dit. Et je pense que tu penses que c'est pas de la propagande. Je pense que c'est pas de la propagande. Mais ça va influencer. Oui, il y a une influence. Mais alors il y a une différence entre la propagande et l'influence, mais l'influence est très importante aussi. Et le jour où ils avaient montré cette information à la télévision, des informations des jeunes qui balançaient des pierres sur les ponts d'autoroute, et bien les semaines suivantes, il y avait plein de jeunes qui allaient balancer des pierres sur les ponts d'autoroute. Oui, parce que les parents n'ont pas su leur expliquer que c'était entre guillemets pas Non, ça influence et ça va donner des idées. Vous savez, sous l'Ancien Régime, quand on exécutait un grand criminel, et notamment un grand criminel sexuel, et je connais quelques exemples, le détail de la condamnation n'était jamais énoncé pour ne pas donner de mauvaises idées aux gens. C'est comme ça que les lobbies LGBT ont pu faire croire qu'on brûlait vif des homosexuels uniquement parce qu'ils étaient homosexuels et qu'ils s'aimaient, etc. Alors qu'en fait, moi j'ai regardé le cas d'un grand criminel sexuel qui a été brûlé, alors prétendument vif, alors qu'en fait c'est son cadavre qu'on a brûlé, mais peu importe, sous le règne de Louis XV. Il a été officiellement brûlé pour crime contre la nature, c'est-à-dire que tout le monde pouvait comprendre que c'était l'homosexualité. En fait, c'était un pédocriminel, et il était hors de question de le faire savoir dans le jugement pour protéger l'innocence des gens qui n'étaient pas au fait de ces choses-là. C'est-à-dire que plus on montre des atrocités, plus on montre des erreurs, et plus on les banalise, et plus on les permet. Et ça, c'est mon amie Judith qui m'a expliqué ça en long, large et en travers. Elle me dit, plus il y a de porno, plus il y a de crimes sexuels. C'est exponentiel le porno, et les crimes sexuels suivent la même courbe. Plus on montre, plus on insiste. On veut une, même si c'est pas le but. Parce que l'éducation sexuelle des gosses aujourd'hui, c'est d'aller regarder Pornhub mais la question, sérieusement. qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans pour accès à tout? Eh bien, avec des gosses de 12 ans, vous commencez, parce qu'ils en sont toujours, beaucoup la petite sœur et tout. Mais
il faudra peut-être leur dire, bon, tu as vu là, la sodomie sur Pornhub, allez, on regarde la sodomie tous ensemble. Ils la regardent de toute façon. Ça, normalement, on n'a pas le temps. On regarde la sodomie tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que c'est. Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce Mais ça, c'est pas à 12 ans, il faut en parler à 5 ans, à 6 ans. À 5 ans, la sodomie à 5 ans, ok? C'est l'habit là. C'est possible, en 2 clics, et ouvre les yeux. Non, Carl Zéro, il est avec Oméra. Il est avec Oméra. Carl Zéro, à ma connaissance, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Il est avec Oméra Célier c'est l'UNESCO. L'UNESCO, c'est les droits sexuels, c'est tout. Moi j'ai reçu plein d'infos par Carl Zéro. Oui, bien sûr. Ah, mais je dis pas le contraire. L'affaire de Zandvoort, je l'ai appris par Carl Zéro. Oui, moi je l'avais apprise par ailleurs. Mais peu importe. Non, mais attendez, c'est très bien. C'est ce qu'il fait. Heureusement qu'il est là. Je ne sais pas. Heureusement qu'il est là déjà pour cette information. Peut-être que... Oui, mais s'il passe cette information pour faire passer qu'il faut faire l'éducation sexuelle à l'école, parce que si c'est pas l'école, ce sera le petit papillon, etc. Donc il l'a bien dit ça. Et maintenant, Pornhub, on va le regarder ensemble, et pas à 12 ans, à 5. Ça, je suis pas d'accord. Je viens de découvrir, je suis d'accord. Oui, mais il y a des gens qui tombent de l'armoire. Il y a des gens qui tombent de l'armoire. Alors je dis pas qu'il en croque. J'ai jamais prétendu ça. J'ai jamais prétendu une chose pareille et qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis pas qu'il touche au gosse, ce gars-là. Mais il a un rôle extrêmement ambigu. On ne pourra pas m'enlever, il faut lui reconnaître qu'il a fait un énorme boulot et qu'il fait un énorme boulot et que lui, il fait le gosse avec ses outils. Peut-être, mais et en attendant, il passe des trucs comme ça. Donc maintenant, soyons vigilants. Et je vous dis, se référer à l'UNESCO, c'est une aberration. C'est une aberration. Je voulais aussi vous montrer cette affiche qu'on voit un peu partout à Genève depuis des années, en fait, sur les bus, partout. Touche pas à mon zizi, c'est Titeuf, ouais. Dis-le avec ton accent. Touche pas à mon zizi. Et je me dis, mais pourquoi on voit cette affiche tout le temps, depuis des années? Je sais que le cerveau n'enregistre pas les négations. Le fait de parler. Lui, c'est pas le papa, hein, c'est quelqu'un qui est étranger à la famille. Pour moi, cette affiche, peut-être que je suis tordue, hein, mais j'ai l'impression qu'elle incite à le faire. Plutôt qu'elle l'empêche. Et il est placardé partout. Voilà, c'était juste une petite remarque. Parce que déjà, le pot, c'est pas pas, c'est pot. Non, touche pot. C'est pot juste. C'est pot juste, mais je veux dire, le cerveau n'enregistre pas la négation. Moi, je dis touche à mon zizi. Un enfant, vous lui dites ne touche pas à ça. Et ne touche pas, tu vas le faire. Pourquoi il nous balance ça tout le temps? Et même un ado. C'est ça que ça m'inspire. Bah, je viens d'apprendre quelque chose. J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Je vais me juger moi-même. Il y a d'autres choses que vous voulez qu'on montre? On va s'arrêter. Je pense qu'on va. Déjà. Et le silence? Ouais, peut-être. Il y a un truc, apparemment. J'avais appris, j'en suis pas sûr, je sais pas ça. Apparemment, le terme de pédophilie n'existe pas dans la langue arabe. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça. Alors, j'ai appris un peu l'arabe, je connais pas. Moi, j'avais des amis qui... Apparemment, le terme de pédophilie n'existe pas dans la langue arabe. Je sais pas. Moi, je sais que les amis arabes que j'ai étaient indignés de ces histoires-là. C'est tout ce que j'en sais, mais c'est à titre individuel. Tu veux dire quelque chose? Bah déjà, Marion, il y a, pour la langue française, rien que le mot pédophilie, déjà, il est pris à contresens. Oui, enfin, oui ou non, parce que... oui, je comprends, on te dit celui qui aime les enfants, encore que l'amour dont il est question, c'est l'attirance. Ouais. Donc, c'est pas avec la sémantique qu'on va régler le problème. Hein. Moi, je me souviens quand l'affaire Dutroux avait commencé, il y avait des émissions sur France Inter. Pourquoi dites-vous que Marc Dutroux est un pédophile? Un pédophile, il aime les enfants, donc on peut dire qu'il est pédocide parce qu'il tue les enfants. Donc voilà, le pédophile c'est bien, le pédocide c'est pas bien. Non.
Non, un pédophile, lisez la littérature de Gabriel Matzneff, qui est quand même le grand pédophile en chef. Lui, c'est pédophile, philopède, et il le revendique, et encore, et encore, et encore. Voilà. Donc, il suffit, je crois, pour s'entendre, qu'on mette sur le même mot, le même signifiant, le pédophile, c'est celui qui cherche à avoir des relations sexuelles avec les enfants. Voilà. Même si le terme... voilà. Qu'est-ce que devient l'affaire Duhamel, en fait? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois qu'il est cuit quand même sur le plan de sa carrière et de sa vie. Je ne sais pas. Ça a bien servi quand même. Quoi donc? C'est classé sans suite. C'est classé sans... Ah, c'est intéressant. Classé sans suite. C'était important le livre. En fait, ça veut dire agresseur d'enfant. Ah ben voilà. Vas-y. Quand je fais sur Google pédophile, on trouve donc Mutarish Atfal, avec l'accent. Mutarish, exact. On sait lire l'arabe, et quand tu traduis dans l'autre sens, ça veut dire agresseur d'enfants. Donc il n'y a pas le terme, d'après en tout cas Google, hein, je ne sais pas ce que ça vaut, qui correspond exactement à pédo quelque chose. Ça suffit. D'ailleurs, vous avez des pédophiles qui sont, enfin bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, agresser un enfant, faire souffrir un enfant suffit à leur jouissance. Même s'il n'y a pas un rapport sexuel. Donc, agresseur d'enfant, c'est une bonne traduction. Il y a eu pas mal d'histoires d'agression d'enfants par des imams et chez les juifs, c'est comment? Des rabbins. Des rabbins. Ouais, voilà. Chez les rabbins, je sais que c'est courant. Je n'irais pas dire que c'est courant, disons que la chose a éclaté à différentes reprises. Voilà. Sur certains lieux. Je sais qu'il y a une Israélienne qui avait fait un reportage qui a vraiment fait scandale, où elle est allée raconter ce qui se passait dans une école, tout ce qu'il y a de plus traditionnel de la tradition rabbinique. Épouvantable. Alors moi je dirais que dans toutes les religions, y compris l'islam, je sais parce qu'on m'a raconté des histoires à la mosquée de Paris pour celle, et ça concernait une de mes sœurs qui allait prendre des cours d'arabe à la mosquée de Paris, et l'imam, une très belle femme, enfin une très belle petite fille à l'époque, il la mettait sur ses genoux pour essayer de la caresser. Oui, mais ça, c'est pas propre à un homme religieux, de quelque religion que ce soit, c'est propre à l'agresseur sexuel qui s'est mis dans un certain métier pour pouvoir avoir accès à des gosses. Je suis d'accord, mais et les profs de gym, je voudrais savoir la proportion de pédophiles chez les profs de gym par rapport à la proportion de pédophiles chez les imams, les rabbins et les curés. Ce que je voulais relever, Marion, c'est simplement, quelles que soient les religions, souvent on a confiance en son rabbin, en son imam, en son prêtre, rappelez-vous Sedona pour les catholiques, c'est édifiant. Il y a quand même aussi, dans les ordres religieux, des pédophiles, des agresseurs d'enfants. Il y a des agresseurs d'enfants partout où il y a des enfants. Et dans les familles et ailleurs, dans la société. Il y a des agresseurs d'enfants partout où il y a des enfants. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont avec les enfants sont agresseurs d'enfants. Clairement. Bon. Est-ce que je peux faire un tout petit intermède de rien du tout? 2 minutes, voire à peine. Parce qu'ils ont prévu de manger là ce soir, en fait. Ils ont acheté du poulet, ils ont acheté de... Alors, il y aura une certaine cagnotte. Qui sait qui serait à même de faire comme on a fait hier soir, une belle table sympa? C'était sympa hier soir.